Bonjour, il y a encore quelques personnes qui sont en train d'arriver, mais il y a déjà beaucoup de monde connecté pour participer à ce webinaire consacré à l'achat. Bienvenue. Nous allons pendant une heure avec Madame Chevalier vous parler d'achat. Il y a la commande publique évidemment. Donc je vais d'abord te laisser te présenter, Benjamin. Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Benjamin Chevalier, je suis le directeur et fondateur du cabinet de conseil en achat Améliore. Et on travaille effectivement avec beaucoup de collectivités territoriales, d'organisations publiques et privées aussi sur la France, sur toutes ces thématiques d'achat, donc de l'audit, du conseil et de la formation. Et on va rentrer vraiment dans une phase ensemble là, pendant une heure sur vraiment de l'achat pur. Voilà. Merci Benjamin. Moi, je me présente également, donc Frédéric Vallée, je suis le product owner de Marco. Nous avons une partie achat dans Marco, à côté des modules plus connus de passation et de suivi de l'exécution des contrats, donc un module achat qui vous permet, en amont de vos consultations, de faire le recensement, de préparer vos consultations pour que vos achats soient le plus réussis possible. Voilà pour cette rapide présentation. En ce qui concerne le timing, très simple, Benjamin va intervenir pendant une grosse demi-heure pour que vous puissiez effectuer, si ça n'a pas été encore fait, le premier pas vers des achats réussis. Et donc, il va évoquer avec vous donc, toute cette politique achat à mettre en place, comment la mettre en place, comment la développer une stratégie au mieux. Et puis, j'interviendrai sur le dernier quart d'heure, 20 minutes à peu près, sur le module achat pour vous présenter ce que propose notre module achat pour venir sur les grandes fonctionnalités et très rapidement les écrans qui sont mis à votre disposition, les fonctionnalités et l'édition dans le module Marco Achat. Donc voilà, brièvement pour sommaire de ce webinaire. Benjamin, je vais donc te laisser la main pour la partie consacrée Ça marche. à des achats réussis. Donc, la première slide, juste avant de Ouais. démarrer, j'en profite pour vous rappeler que cette présentation est disponible en téléchargement dans la petite boîte de dialogue qui est à cet effet sur la droite de votre écran normalement. Voilà, c'est tout bon. Benjamin, je te laisse la main. Super. Eh bien, écoute, on est parti sur cette grosse demi-heure ensemble. Là-dessus, je vais partager avec vous une première chose, c'est que pour justement travailler sur un achat réussi, il y a un élément qui est fondamental, qui va vraiment être le cœur finalement de cette intervention, c'est que c'est le processus qui est au cœur de cette performance. Alors, j'ai rajouté effectivement de la commande publique dans sa globalité, c'est qu'on a réellement besoin là-dessus d'un processus qui va nous permettre finalement d'avoir une réussite du marché, d'un marché ou même de manière globale de sa politique d'achat de l'organisation, que vous soyez en collectivité ou sur d'autres typologies effectivement de commandes publiques. Donc c'est important là-dessus, on va aborder ensemble ici vraiment de la partie très technique achat qui est souvent finalement pas raccroché au juridique, qui est plutôt effectivement des bonnes pratiques, qui sont plutôt effectivement des méthodologies, plutôt qu'effectivement une partie très juridique. Et toute ma présentation va reposer à travers effectivement l'explication de ce processus qui est décrit en plusieurs phases. Je vais en fait m'arrêter, moi, dans ce temps sur différents éléments qui me semblent essentiels, parce que vous allez voir que ça reste un processus qui est long, qui n'est pas compliqué, qui est parfois un peu complexe, mais c'est chaque étape qui peuvent, à un moment donné, faire qu'un marché, qu'une commande, qu'un achat finalement est réussi, ou alors potentiellement qui n'atteignent pas forcément complètement ses objectifs. Et puis, vous allez voir, quand je parle d'achat, on se positionne toujours dans une démarche aussi d'amélioration continue. Quand on renouvelle un marché d'une année ou de plusieurs années, on a besoin d'avoir du retour d'expérience pour pouvoir progresser. Donc, ce processus achat, au cœur de la réussite, moi, je l'ai découpé à travers 6 grandes phases. C'est un choix méthodologique sur lesquels on
traitera pas sur la totalité. Je parlerai pas forcément du processus de consultation ou du déploiement, qui sont pas ici les thématiques que j'ai choisies, sur lesquelles j'ai choisi plus particulièrement de m'arrêter, mais sur d'autres éléments qui me semblent parfois pas suffisamment exploités à travers l'expérience d'accompagnement qu'on a des organisations, hein, et qui méritent pour autant d'être renforcés, parce que essentiel pour cette réussite finalement d'un achat, d'une commande. Et donc, cette première phase, le premier élément, c'est effectivement de savoir ce qu'on achète, c'est la phase d'analyse. L'analyse que je découpe en 4 grandes étapes. On ne pourra pas forcément tout voir dans ces différents outils, mais la première étape, l'étape qui me semble pour moi systématiquement fondamentale, c'est la cartographie des achats. C'est qu'est-ce qu'on achète concrètement. Dans une organisation, on a parfois des difficultés à avoir une idée des volumétries, et puis on le verra aussi, c'est pas qu'une question de volumétrie, c'est aussi une question d'enjeu. Parce que quand on a une commande publique, un achat, une équipe qui est dédiée finalement à cette réalisation, et ben des fois on n'a pas forcément les moyens d'aller sur chaque item, on n'a pas forcément les moyens de s'arrêter sur la reconstruction d'un marché systématiquement. Donc il faut identifier les enjeux et les postes sur lesquels, les familles d'achats sur lesquelles on veut s'intéresser. Et puis on va voir que toute cette analyse, elle nous permet d'aller sur une deuxième étape qui est la stratégie, parce qu'on a besoin d'une stratégie pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent sur la totalité d'une organisation. Donc premier item, et là je passerai effectivement un petit peu de temps, cette partie cartographie. Ensuite, on parlera aussi d'un élément qui est fondamental, c'est l'évaluation du besoin, et je vous proposerai moi un outil, une matrice qui nous permet, quand on est soit acheteur, commande publique, de s'adresser ou en tout cas de récupérer l'information auprès des différents services ou des différentes directions. Et puis c'est encore mieux effectivement quand on est soi-même une direction et qu'on souhaite effectivement pouvoir communiquer et renforcer finalement cette démarche de définition du besoin qui nous sert, vous le verrez par la suite aussi dans le cahier des charges. Troisième étape sur laquelle on va passer un tout petit peu de temps, mais qui me semble aussi important, c'est la connaissance du marché fournisseur. La connaissance finalement des différents interlocuteurs qui sont à notre disposition, les différents fournisseurs qui existent, hein, qui nous permettent aussi de récupérer de l'information quand on sera en phase de sourcing, aussi de se faire une idée de globalement de là où on va, de la manière dont on veut y arriver, et d'être sûr finalement qu'on a les bonnes solutions. Quatrième étape dans cette analyse, on parle d'achat. Si on parle d'achat, c'est aussi la bonne dépense, hein, c'est la bonne dépense, c'est parfois aussi d'une certaine manière les achats plus responsables. Donc on va commencer aussi à analyser les coûts complets. On va voir que quand on est dans un processus achat un peu plus défini, un peu plus conséquent, on s'intéresse aussi au coût complet finalement du service ou du produit qu'on achète, plutôt effectivement que du prix, uniquement du prix effectivement de vente ou de ce qu'on a pu mettre effectivement dans le BPU. Hein. Quand on va construire effectivement son BPU, on va aussi s'intéresser, et c'est tout aussi, c'est le moment d'identifier les réels coûts, que ce soit les coûts d'entretien, que ce soit les coûts d'achat, les coûts d'acquisition, de formation, de transformation. Enfin, on verra effectivement qu'il y en a plusieurs. Deuxième étape, pardon. Oh, on reste sur le Frédéric. Pardon. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Je reviendrai après quand je te dirai, on passera directement. Tu me diras, ouais, ça marche. Ouais. Deuxième grande étape, c'est effectivement la stratégie. J'ai choisi de m'arrêter là-dessus, notamment sur la construction de la politique d'achat, cette validation de la stratégie, on verra ce qu'on entend là-dedans, et puis aussi le moment de positionner le guide des bonnes pratiques. Donc deuxième grande étape du processus, c'est là, et on fait souvent cette erreur de commencer de bâtir une stratégie sans avoir analysé finalement en amont ce qu'on achète en termes de budget, en termes de dépenses réelles. Donc, on rentrera effectivement un peu plus dans le détail et je passerai un petit peu de temps sur cette partie stratégique et je passerai un petit peu moins de temps sur les autres étapes jusqu'à la phase de pilotage, mais c'est sur la construction effectivement du cahier des charges. Je parlerai de la définition du besoin bien sûr, mais je ne rentrerai pas dans cette présentation sur l'analyse de la valeur, de la fonction, sur la phase de sourcing aussi et de la préévaluation fournisseur et puis des critères de sélection qui nous permettent effectivement par la suite de s'intéresser au processus de consultation, aux différents choix de procédures, pareil sur lesquels je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est vrai que tous ces éléments-là
nous permettent à un moment donné aussi de se poser les questions sur le type de procédure finalement qu'on va mener, de prévoir ou non effectivement, mais moi j'y suis très favorable aux phases de négociation quand c'est possible, puisque ça nous permet aussi de conserver un dialogue compétitif. Et puis, je ne rentrerai pas, bien sûr, dans la phase de contractualisation. Je m'intéresserai un petit peu plus, mais de manière très légère, sur la phase de déploiement, où dans cette phase d'achat, c'est important aussi d'avoir identifié en amont, mais quand on est arrivé à la phase de contractualisation, d'avoir identifié aussi ce qui sera nécessaire potentiellement en termes de conduite du changement avec les utilisateurs, mais aussi avec les clients internes, hein, les services qui sont finalement destinataires de cet achat. Il peut y avoir des mises en place avec des nouveaux fournisseurs, de l'accompagnement de la formation. C'est aussi important de l'intégrer dans son processus de réflexion et d'achat. Pour en venir sur la partie pilotage, qui est une partie effectivement centrale, qui pose souvent cette difficulté parce que quand on est dans l'achat, on a construit, on a travaillé avec les services et puis on voit parfois un peu plus difficilement finalement les remonter. Alors, on a quelques échos, mais en règle générale, après, c'est déployé par les directions métiers et on a du mal à avoir effectivement du retour. C'est essentiel de pouvoir effectivement se projeter et d'aller récupérer les différents indicateurs qui nous permettront d'établir, et moi je passerai un petit peu plus de temps effectivement sur la partie plan de progrès, qui est un outil qu'on utilise à mon goût en tout cas, pas suffisamment et pourtant qui a plein d'intérêts, mais on prévoira effectivement, et quand on réfléchit sur le processus achat, on s'intéresse effectivement à la gestion des litiges, aux potentialités nécessaires de médiation, hein, et aussi comment je récupère les retours d'expérience et comment je pars effectivement dans une démarche d'amélioration continue, puisque dans cette phase de pilotage, si je dois lancer un marché 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans après, eh ben, il faut que j'ai de l'alimentation, il faut que j'ai de la donnée, il faut que j'ai des informations, il faut que j'ai des indicateurs. Et ça se prévoit dès la phase et dès le processus de réalisation de l'achat. Et là, maintenant, effectivement, on va pouvoir rentrer dans cette première phase. Je bascule sur l'analyse stratégique. Hop là. Exactement, sur l'analyse stratégique, donc, que j'ai positionné, hein, vous l'avez vu, en amont de la définition du plan d'action. Revenir sur l'ensemble des éléments qui peuvent construire une cartographie des achats serait un peu long. J'ai choisi plus particulièrement ici de vous parler moins d'un outil qui est fondamental, qui est une matrice qui permet d'avoir une vision de ces familles d'achats, hein, donc dépenses et prévisions, suivant effectivement l'année sur laquelle on souhaite travailler, suivant aussi effectivement sa propre nomenclature. De la même manière, le sujet des nomenclatures peut être un sujet à part entière à traiter parce qu'il nous permet d'affiner effectivement son analyse. Mais là-dedans, j'ai voulu vous présenter cet outil-là qui nous permet derrière d'identifier où sont les différents risques en jeu en tout état de cause qui complètent, et je l'ai mis dans la présentation, vous pourriez avoir une analyse ABC. Hein, vous savez, 80%, enfin 20% des fournisseurs représentent 80% de la dépense. On peut avoir cette analyse qui est assez connue et sur lesquelles finalement j'ai pas choisi ici de m'attarder, mais plutôt de revenir sur vraiment un outil de l'analyse d'achat qui est la matrice de Krajcik, qui nous permet d'avoir une vision à travers quatre grandes familles stratégiques d'achat. Hein. Donc, l'objectif ici, c'est déjà d'avoir deux axes. Vous l'avez vu, il y a un axe des montants d'achat, hein, et puis il y a un autre axe qui s'appelle risque achat interne et externe. Donc, c'est une vision, en tout cas, ça oblige à se poser la question de la catégorie finalement d'exposition de risque de telle ou telle famille d'achat. Ça veut dire quoi là-dedans? Ça veut dire que Krajcik est un auteur et un chercheur en achat. C'est un outil qui est utilisé aujourd'hui dans beaucoup de structures très matures sur l'analyse. Donc, a défini effectivement qu'on ne va pas traiter certaines familles de la même manière que d'autres. Très concrètement, les achats simples, c'est quoi? Les achats simples, c'est toutes les petites familles d'achats sur lesquelles vous avez peu de volume et peu de risques, c'est-à-dire peu d'exposition. Typiquement, pour une organisation, on pourrait prendre les fournitures administratives. Voilà, c'est pas forcément un très gros volume. Alors, bien sûr, ça dépend de la typologie de l'organisation, mais en règle générale, on est sur des budgets qui sont moindres que sur des fonctions travaux, DSI par exemple. Et là-dessus, en plus de ça, il y a peu de risques. Alors,
L'achat d'une ramette de papier peut parfois révéler certaines complexités, surtout quand on veut l'acheter de manière plus vertueuse. Mais en tout état de cause, on n'est quand même pas sur un achat ultra complexe sur lesquels les enjeux économiques sont très forts et les risques prépondérants. De l'autre côté, on peut avoir des petits volumes effectivement d'achat, mais qui finalement nous exposent plus particulièrement. On parle énormément aujourd'hui, par exemple, de tous les risques en termes de cybersécurité. On n'est pas forcément sur des volumétries, des montants très importants, mais par contre, il y a des enjeux très forts effectivement, de piratage, par exemple, de ces boîtes mail, mais de blocage à proprement parler, effectivement, de ces outils de SI. Donc, on a potentiellement ici, par rapport, je reviens sur des gros enjeux, des achats qui sont très risqués, qu'on appelle critiques, donc petits montants, effectivement, gros risque. De l'autre côté, plus on avance effectivement dans le montant des achats, on peut avoir aussi des produits avec des achats, ce qu'on appelle très leviers, donc des gros montants. On pourrait prendre par exemple la flotte de véhicules. Il n'y a pas pléthore de fournisseurs. Globalement, aujourd'hui, beaucoup de tempéra- je tempère effectivement mes propos parce que ça dépend effectivement de l'activité de l'organisation, mais on peut imaginer effectivement qu'il peut y avoir des gros volumes, mais par contre effectivement peu de risques parce que on a fait le choix sur une typologie de véhicule, on le renouvelle. Bon, il y a tous les débats aujourd'hui sur l'hybride, l'électrique et ainsi de suite, mais globalement ça reste quand même assez limité. Et puis de l'autre côté, on peut avoir effectivement des gros volumes de montants et puis ici des achats stratégiques parce que particulièrement exposés, c'est particulièrement vu par exemple des élus ou alors effectivement des utilisateurs. Et là, on va avoir un traitement qui est complètement différent. Et donc là, sauf exception, on a parlé des achats critiques, oui c'est fait. Et là, on a un peu un paramètre finalement des différentes typologies d'achats et des différents risques. Et ça nous permet par la suite de pouvoir effectivement rentrer dans un plan d'action qu'on verra un peu plus tard. Mais on a déjà une vision de son portefeuille d'achat qui est différent et on va pouvoir y mettre des moyens suivant les enjeux et les risques que l'on a. Voilà pour cette partie cartographie. Moi, c'est sur cette matrice que je voulais effectivement vous présenter cette vision de son portefeuille d'achat. Deuxième élément, on l'a vu dans l'analyse, c'est aujourd'hui, c'est de se poser cette question de l'analyse du coût complet. En amont de l'achat, vous avez deux schémas ici qui sont présentés, mais on veut éviter impérativement les coûts cachés. Il y en a un que j'adore, moi, à titre personnel, c'est effectivement la partie photocopieur. Excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas, j'ai mon téléphone qui sonne, il est trop loin pour que je puisse l'étendre. On va attendre qu'il raccroche, j'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Mais on a effectivement le photocopieur. Pendant très longtemps, on nous a vendu et d'un côté les cartouches, et d'un côté effectivement le matériel, et d'un côté la ramette, et d'un côté l'entretien. Donc on a un cycle finalement, une vision qui est très complexe entre le moment effectivement où on en fait l'acquisition et puis sa fin de vie. Et on peut trouver à l'intérieur de ça pas mal de coûts cachés. Cette analyse de coûts complets, qui se réalise par famille d'achat ou en tout cas des fois par produit ou par service ou par marché, nous permet de nous concentrer et d'identifier les fameux coûts cachés. Je vous ai mis un schéma sur le côté qui nous permet de se dire où est-ce qu'on peut identifier des coûts. Donc là, on prend le cycle de vie d'un produit, ça va de l'extraction des matières premières si on monte très loin, en passant par la fabrication, mais aussi le transport, potentiellement sa distribution. Quand j'achète du produit d'entretien, ça passe à travers effectivement différents centres, jusqu'à son utilisation. On a aussi souvent là des coûts cachés. Et puis un qui nous intéresse plus particulièrement aussi, suivant la typologie, c'est la fin de vie ou alors effectivement sa partie valorisation. Le petit schéma que vous avez là sur le cycle de vie des produits, c'est une extraction, j'aurais pu le remettre effectivement, de l'ADEME. C'est quelque chose que vous retrouvez de manière très générale. Quand vous transposez cette analyse effectivement de cycle de vie sur le reste, on arrive sur l'identification de différents coûts. Je vous ai proposé ici une vision un peu différente en termes économiques. Le premier coût, c'est tous les coûts en amont de l'achat. La rédaction du cahier des charges, la visite, les consultations. Des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'il peut y avoir effectivement en amont. On réfléchit aussi à savoir si ça vaut le coup de monter un marché suivant la complexité de ces différents coûts. Derrière, on peut avoir tous les coûts d'acquisition, traitement de commande, de facturation, j'en parlais effectivement du montage de marché qui peut être plus ou moins complexe. Et puis derrière, on va avoir aussi tous les coûts de mise en œuvre. Il peut y avoir des coûts de formation, d'accompagnement,
parfois effectivement divers et variés de transport. Donc il y a toute cette catégorie-là de mise en œuvre à proprement dit du produit du marché. Derrière, on va avoir tous les coûts d'usage, les consommables, l'énergie, ce qui vont nous permettre d'utiliser le produit ou le service au quotidien. On parle énormément ces derniers temps, par exemple, de sobriété énergétique. Bah, c'est dans les coûts d'usage qu'on arrive à identifier si un produit consomme plus ou moins qu'un autre. Derrière, on peut avoir tous les coûts effectivement de gestion de la part du fournisseur, s'il y a un besoin de complexité technique ou si on a mis les acheteurs, les ingénieurs. Hein. Mais aussi de la relation. Et puis, il y a tous les coûts, effectivement alors j'ai mis de destruction, mais de valorisation de fin de vie, hein, suivant les deux échéances, et qui peuvent donner une vision complètement différente. Cette analyse-là, pour vous donner un élément très pragmatique, on le fait régulièrement en ce moment sur les véhicules. On n'a pas du tout la même analyse, par exemple, sur le coût total d'un véhicule électrique si on n'intègre pas derrière potentiellement le coût de revalorisation. Vous achetez beaucoup plus cher une voiture électrique, hein, aujourd'hui par exemple un Kangoo. Par contre, derrière, vous avez moins d'entretien, vous avez un consommable, une énergie électrique qui est moins chère, vous avez potentiellement des frais d'assurance qui le sont aussi moins, et puis vous avez une valeur résiduelle à aujourd'hui sur une durée de 3 à 5 ans qui est beaucoup plus importante qu'un véhicule thermique parce qu'aujourd'hui, on a effectivement quand même une valeur résiduelle très importante. Et donc, du coup, quand on compare par exemple deux Kangoo, concrètement un en essence et l'autre en électrique, aujourd'hui, si on n'a pas une analyse complète, on peut avoir une vision complètement différente de l'achat de ce type de véhicule. Donc vraiment, l'analyse de coûts en amont nous permet aussi d'identifier dans la construction, peut-être aussi dans le lotissement, les différentes phases de cycle d'utilisation de vie ou d'un produit. Vous l'avez vu tout à l'heure dans mes 4 éléments d'analyse, on a vu ici la partie analyse du portefeuille, la partie cycle de vie. On va arriver sur une troisième partie qui est l'évaluation du besoin. Alors là-dessus, bien comprendre le besoin, ça permet d'éviter les problématiques de sous-qualité et de sur-qualité. J'ai choisi de vous le présenter d'une manière assez simple. On doit avoir dans une petite présentation, Frédéric, derrière, voilà. La voici. Ouais, la voici. D'une manière assez imagée, vous avez vu, on l'a fait sur un chien. L'idée, c'est de se dire, il y a une différence entre le besoin finalement qu'on a pensé, hein, parce que potentiellement les services, le client interne, hein, la direction a imaginé, finalement pensé, a aussi exprimé, et là vous l'avez vu, on passe d'un Mastiff très probablement à un caniche, et puis finalement à l'achat réalisé qui est celui d'un petit Yorkshire. Donc on a vraiment un écart, alors on pourrait le faire sur une voiture, on pourrait le faire sur plein d'éléments, mais on a vraiment effectivement un écart entre ce que potentiellement les besoins sont exprimés, pensés, exprimés, effectivement réalisés. La taille du chien diminue drastiquement. Ouais. Mais aucun rapport avec des réels achats sur certaines familles de produits n'est possible. Bien sûr que si, on l'a tous vu, hein, entre le moment où, par exemple, un élu peut nous présenter un projet et puis finalement sa concrétisation en termes d'achat. Complètement. Donc, pas des écarts. Moi, ce que je vous propose là-dessus, c'est une manière d'exprimer le besoin et de travailler l'analyse du besoin par la fonction. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite ici. C'est une matrice d'analyse qui nous permet d'anticiper la rédaction du cahier des charges, que je vous encourage à diffuser aux directions techniques si vous êtes effectivement sur des postes d'achat ou de commande publique, parce que c'est ce qui va nous permettre d'exprimer le besoin de manière fonctionnelle. Là-dedans, la matrice ACDE, c'est attente, hein, les résultats attendus, la technique, la performance, qui sont facilement décrites. L'autre côté, quand on définit un besoin, donc ça, on est capable, par exemple, sur une climatisation, d'exprimer le besoin, en tout cas, d'une température constante. Hein. On a parlé pendant la crise énergétique de l'hiver dernier d'un 19 degrés. Techniquement, dans mes attentes, je pourrais dire que je souhaite avoir une température idéale de 19 degrés. Derrière, on a effectivement tout un pavé de contraintes, de normes, de législation qui nous contraignent finalement à un achat, à une certaine catégorie d'achat. De l'autre côté, ACD, le D, c'est le D de données, c'est toutes les informations chiffrées, le volume, les délais qui sont attendus finalement en termes de besoins. Et puis le dernier, c'est le E de exigence. Et là-dedans, c'est les impératifs internes.
Alors, je vous passe le petit iceberg souvent que je présente en suite de l'analyse du besoin. Vous savez, c'est l'iceberg, c'est on voit 20% finalement de la glace au-dessus de la mer et 80% en dessous. Bah, la case exigence, elle nous permet de travailler sur ça, c'est-à-dire qu'on exprime assez facilement en règle générale ses attentes, ses contraintes, les données, mais parfois on a un peu plus de mal à exprimer finalement ses exigences, ce qui est parfois de l'ordre de la motivation. Vous savez, quand on achète quelque chose, il y a souvent le besoin qu'on exprime et puis les motivations qui sont derrière. Et ben, cet outil-là, finalement, cette analyse du besoin par la fonction nous permet de pouvoir exprimer, définir un besoin à travers 4 grandes données. Alors après, ça ne nous empêche pas et ça nous aide, je l'espère, à pouvoir rédiger son cahier des charges, le RC ou autre, mais en tout cas à pouvoir avoir un cadre effectivement qui fasse le tour de la totalité des besoins exprimés. Donc matrice ACDE hein, qui nous permet de mieux comprendre, c'était quand on analyse le besoin, de mieux comprendre les différents éléments. Et puis, je vais finir sur cette partie analyse sur le marché fournisseur. Voilà, vous allez retrouver dans la tac, ils étaient liés, mais sur le marché fournisseur, dernier point sur cette analyse, il est important d'avoir une vision finalement du marché sur lequel l'achat va être réalisé. Parce qu'aujourd'hui, on a des positionnements qui peuvent être complètement différents. On a et l'actualité hein, nous le rappelle, en ce moment, on voit énormément de difficultés hein, d'entreprises. On voit l'accélération, par exemple, auprès des tribunaux de commerce, de liquidation de certaines structures. Donc, on a un marché qui est toujours en mouvement et qui bouge énormément. Donc, cette petite partie-là en amont, quand on s'intéresse effectivement à l'analyse de ces familles d'achats, on va chercher à identifier les typologies de marchés fournisseurs. Hein. On pourrait rentrer dans différentes typologies d'analyse, hein, savoir si c'est un marché où il y a très peu finalement de fournisseurs, beaucoup, une offre pléthorique, est-ce qu'il y a des distributeurs, des fabricants, enfin, comment finalement les structurer, pour pouvoir aussi identifier les différents positionnements hein, sur ces marchés-là et analyser potentiellement les rapports de force. C'est intéressant de le regarder sur les parties travaux, par exemple, ou construction de bâtiments, sur lesquels, des fois, on a un territoire qui peut être différemment constitué. Quand on s'intéresse au prix de l'énergie, typiquement, on a là-dessus très peu d'interlocuteurs. On avait très peu d'interlocuteurs. On a vu, avec l'émergence et la libéralisation des marchés, de plus en plus d'interlocuteurs. C'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir cette vision-là, qui doit s'appuyer vers une veille qu'on a de marketing achat hein, permanente, Internet, la presse, les salons. Là, ce qu'on dit aussi à l'intérieur de ça, c'est en position d'achat, toujours important de prendre un petit peu de temps pour analyser son marché et voir quels sont les différents prestataires, fournisseurs, comment les constituer et comment je me positionne quand je le lance. Hein, on le voit, il y a des dynamiques complètement différentes sur certains marchés. Voilà pour cette phase d'analyse. On va pouvoir basculer avec tous ces éléments-là j'ai bien compris finalement quels étaient mes besoins, mes coûts, comment était constitué mon portefeuille d'achat. Je peux maintenant, et identifier dans ce portefeuille-là les enjeux, je peux commencer effectivement à travailler sur ma politique et mon plan d'action. J'en profite ici sur cette partie-là pour faire une petite partie de sémantique et insister sur des choses qui sont souvent pour moi importantes. Voilà, c'est parfait. C'est ce que j'appelle finalement de la politique d'achat au plan d'action. 3 étapes globalement. C'est effectivement, la définition de la politique. La politique d'achat, elle doit décliner de la politique de l'organisation. Ça lui permet effectivement de donner du sens. C'est important derrière de définir et d'identifier quelles sont, par exemple sur une collectivité, les orientations finalement des élus, de comprendre les objectifs qu'ils se fixent pour pouvoir décrire derrière une politique d'achat qui soit en cohérence. C'est pas la même chose quand on a, et on le voit à l'heure actuelle, des contraintes économiques très fortes, des augmentations sur l'électricité, les charges, je vous passe les augmentations d'indices de matériaux qu'on a connus, que quand on était dans une phase peut-être beaucoup plus propice au déploiement de mesures très larges, environnementales, sociales, très fortes. On n'a pas la même chose. Je ne parle pas trop de ces enjeux RSO
de responsabilité sociétale, où aujourd'hui on a la loi climat et résilience qui nous l'impose, mais puis on a des élus qui sont peut-être plus sensibles que d'autres. Mais il est important ici pour moi de bien définir effectivement la politique. Aujourd'hui, et je crois qu'il y a quelques semaines avec Agisoft, vous avez fait un webinaire sur le SPASER, le schéma de promotion des achats responsables. Ouais. Et ben, typiquement, c'est une politique plus qui inclut effectivement cette démarche d'achat responsable, mais on pourrait, et j'encourage à définir purement et simplement déjà une politique. Une fois qu'on a cette politique, on est en capacité de pouvoir bâtir une stratégie et là de rentrer famille par famille. Et on vient récupérer dans ces différentes matrices d'analyse, on vient bâtir une stratégie complètement différente. On va peut-être relancer un marché de manière parce que le marché fournisseur n'a pas évolué. On va peut-être pouvoir se permettre, en tout cas, de moins travailler, de ne pas aller refaire un sourcing, de ne pas faire évoluer les cahiers des charges, ou alors parce que c'est fondamentalement stratégique, ça va nécessiter finalement d'y mettre plus de moyens. Et là, la stratégie, c'est le quoi, hein, c'est comment atteindre ces objectifs. On va y mettre peut-être des objectifs d'amélioration de la qualité, des diminutions de budget. Alors, c'est pas trop la tendance au vu des augmentations et de l'inflation, mais en tout cas de maîtrise. Et là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Et puis, une fois qu'on sait quel objectif on veut aller chercher, faut mettre en face le plan d'action. Et puis, on le sait tous, hein, les moyens sont limités. Aujourd'hui, on n'a pas des équipes pléthoriques, le temps potentiellement de s'arrêter sur un déploiement complet du processus que je vous ai présenté. Et là, on va choisir les moyens qu'on va mettre en œuvre concrètement dans chaque étape. C'est le comment finalement. Je veux effectivement aller dans cette direction de maîtrise de mes coûts. Comment je vais le faire? Je veux déployer une politique d'achat plus responsable. Quels objectifs et derrière quel plan d'action? Donc essentiel. Juste pour revenir sur justement la définition du plan d'action qui découle finalement des objectifs d'achat par famille que je me suis fixé. Important, éviter effectivement de confondre les objectifs, l'ambition ou les cibles. Les objectifs, c'est vraiment quelque chose de très mesurable. De potentiellement mobiliser les parties prenantes autour de ces objectifs motivants. Il faut effectivement pouvoir communiquer sur des choses qui intéressent la majeure partie des personnes. Je vais revenir sur comment l'utiliser. Juste un petit focus là-dessus, des objectifs dits toujours spécifiques, c'est-à-dire que quand on fixe un cahier des routes ou quand on fixe un cahier des charges, une feuille de route, pardon, on va utiliser effectivement, alors c'est ce SMART spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est-à-dire que quand on a pour ambition, par exemple, de dire je veux retravailler sur, j'avais le cas par exemple d'une organisation qui voulait supprimer le plastique dans ses cantines. Supprimer le plastique dans ses cantines, ça nécessite une vraie réflexion en amont et globalement une temporalité qui est parfois plus importante que le simple fait de pouvoir, en claquant des doigts, en 2 mois, remonter un marché qui est cohérent. Donc, spécifique sur une catégorie finie, mesurable. Quand je dis supprimer le plastique, supprimer le carton, c'est quoi concrètement? Est-ce qu'on peut le faire sur la totalité? Est-ce qu'on peut pas le faire par étapes? Atteignable, je parlais de temporalité, il faut effectivement que ça soit dans différents segments, c'est-à-dire une temporalité qui soit cohérente avec les moyens et les ressources qui sont nécessaires, les tests potentiels sur la partie qualité technique. Réaliste, il faut effectivement des ressources et des moyens associés avec une temporalité qui est très claire. Donc, quand on est effectivement sur du plan d'action, on peut avoir une temporalité qui est différente, qui peut être sur 3 mois, 6 mois, 1 an ou beaucoup plus. On a besoin de pouvoir avoir cette vraie liberté et surtout de pouvoir le communiquer. Je parle de liberté, c'est-à-dire que une fois qu'on a fixé ça, qui est validé avec l'ensemble des parties prenantes de l'achat, on est en capacité de pouvoir travailler plus sereinement et d'avoir un vrai plan d'action qui est partageable, échangeable. Ça va faire un véritable outil de communication avec les différentes parties prenantes de l'achat, services, commandes publiques, suivant le niveau où on en est. Je voulais m'arrêter sur cette partie-là. Vous allez voir, j'ai pas pu passer sur la partie déploiement, négociation. Ce que je vous propose, c'est aussi de travailler là sur une autre partie qui est le pilotage. Donc c'est le slide suivant. On a un cockpit, c'est parfait. Le pilotage, pourquoi? Parce que c'est essentiel dans l'achat si on veut pouvoir effectivement le faire progresser. Si on veut pouvoir piloter, améliorer,
travailler, avoir une démarche d'amélioration continue, on a besoin d'avoir ces éléments de pilotage. Vous retrouverez dans la première partie, dans cette fresque du processus achat, au reste c'est très bien, je parlerai plus particulièrement du plan de progrès, mais on retrouve à travers cette expression du plan de progrès l'importance d'y mettre des indicateurs de performance. Quand on est dans le pilotage de l'achat, dans le pilotage effectivement d'un projet, on a besoin, j'ai laissé l'anglicisme KPI parce qu'il peut être utilisé par différents fournisseurs, mais on est bien dans la recherche de qu'est-ce qui va nous permettre de mesurer et de dire qu'un achat finalement s'est bien passé. Si je lance un marché et que au bout d'un an, je dis au service comment ça s'est passé et qu'on me dit nickel, ça s'est très bien passé, super, mais qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui vous permet de dire que ça a bien marché? Et de l'autre côté, surtout, c'est concrètement, quand on vous dit que ça n'a pas marché, que le fournisseur n'était pas bon, que ça s'est mal déroulé, comment on peut dire aussi et sur quoi finalement on s'appuie pour pouvoir le définir. Donc, vous retrouvez dans ce process, mais c'est ici aussi, les indicateurs de performance sont importants effectivement à identifier dès le départ, au moment de la contractualisation, même du cahier des charges, que ce soit le respect des délais, de la qualité, qui peut être très clairement explicité, mais on a aussi d'autres typologies d'indicateurs de performance. Vous avez vu derrière que dans le plan de progrès, je peux imaginer en partant d'une solution, ou en tout cas, quand je pars, on va dire, de quelque chose de défini, et vous verrez, je donne un exemple sur un plan de progrès par la suite qui vient d'ailleurs d'un guide qui est disponible en ligne puisqu'il est fait par la DAE et par le ministère des Armées, un guide sur la mise en place des plans de progrès qui a été publié en octobre 2020. Je vous donnerai un exemple sur le transport et sur l'amélioration des coûts de transport. Pour le moment, je reviens sur cette partie-là, mais c'est vrai que dans les indicateurs de performance, on peut avoir soit des objectifs de responsabilité sociétale de l'organisation, donc des enjeux de réduction, par exemple, de CO2, d'amélioration de la performance sociale. Quand on n'est pas dans une clause sociale avec effectivement des facilitateurs qui permettent de suivre ces avancées-là, c'est intéressant aussi d'identifier d'autres typologies d'indicateurs et puis des objectifs plus simples de prix, de qualité, de délai. On peut parfaitement, dans un plan de progrès, travailler sur la réduction des coûts et c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur l'optimisation des coûts de transport sur l'exemple que je vais vous proposer. Donc, je reviens sur indicateur de performance. On peut aussi effectivement, par rapport à l'atteinte d'objectifs, y fixer des bonus ou des malus dans le marché. On peut, au-delà de ça, effectivement, de ces indicateurs, avoir des engagements de qualité de service, c'est le minimum quand même. Concrètement, si je passe une commande de prestation de ménage, je veux que le cahier des charges soit respecté et que j'ai derrière les bons services qui soient rendus. Et là-dedans, au-delà de cet engagement de qualité, on va plus particulièrement parler du plan de progrès. Le plan de progrès qui va nous permettre finalement d'avoir une amélioration finalement de la performance du marché ou de l'achat qui va nous permettre de pouvoir aller plus loin. C'est cette démarche derrière qui nous permet de parler réellement d'amélioration continue, d'amélioration de progrès. C'est l'exemple que je vais vous donner. Alors, j'ai juste fait un petit élément avant de vous donner l'exemple sur la réduction des coûts, mais c'est de rappeler qu'on a besoin de reporting. Si derrière, on met un plan de progrès en place, on a besoin d'informations pour pouvoir le suivre. Et c'est important, de la même manière, que l'acheteur puisse récupérer ces informations, soit de l'enquête de satisfaction, mais aussi de remontée d'anomalies, mais qu'on a besoin là-dessus de reporting, de retour de ce qui se passe avec le prestataire. Donc pareil, ça on réfléchit en amont, on passe dans le marché pour être sûr que derrière on puisse avoir toutes les informations nécessaires. Je vais terminer cette partie présentation et je l'espère, dans le timing. A priori, c'est bon, super. Je vais vous donner un exemple concret. C'est un exemple que j'ai repris sur le guide de l'achat public. Vous avez la référence juste en bas, qui est très bien fait d'ailleurs, que j'encourage à aller découvrir sur le site de la DAE. Ici, c'est l'axe de progrès, c'est l'optimisation des coûts de transport et de distribution et donc, in fine, du prix global de la prestation facturée à l'acheteur. Alors, on a ici le contexte, qui est un acheteur qui souhaite étudier au cours
de l'exécution du marché la possibilité de faire évoluer son organisation pour pouvoir réduire les coûts et optimiser la performance économique de ce marché. Et donc, en outre, la nouvelle organisation pourra permettre, par la diminution éventuelle du nombre de navettes, de réduire l'empreinte écologique du marché. Frédéric, tu me connais, si j'ai pu mettre un petit peu de responsabilité sociétale là-dedans, j'en ai profité. Vous le retrouvez là-dedans, les objectifs pour l'acheteur, réduire les coûts de la prestation. Pour le titulaire, d'optimiser l'organisation des tournées de livraison pour réduire aussi ses coûts de fonctionnement. Et puis derrière, pour l'acheteur et le titulaire, de pouvoir réduire l'empreinte écologique. Là-dessus, on est sur des indicateurs de diminution du prix global du marché par l'optimisation des conditions de transport du courrier. Le prix de référence, c'est le prix marché établi sur la base de l'organisation retenue dans l'offre de prix du marché constaté à la mise en place de la nouvelle organisation. Et dernier indicateur, le nombre de kilomètres parcourus avant la nouvelle organisation par le nombre de kilomètres parcourus après. Et là-dedans, dans le plan de progrès qui a été construit avec le fournisseur, c'est 4 actions différentes. Bien sûr, il faut analyser les navettes et identifier les trajets les plus coûteux par le titulaire du marché pour pouvoir mettre en évidence des navettes dédiées qui pourraient être mutualisées. Et là, on a une échéance. Je reviens sur mon smart, une notification à 4 mois. Là-dedans, dans ce plan de progrès qui est proposé, il y a une case pour identifier les points bloquants. L'action numéro 2, toujours pour le titulaire, c'est de proposer des aménagements et de chiffrer l'impact financier de chacune des navettes. Donc, on peut travailler ici sur la modification des jours de collecte, la modification des créneaux de collecte, l'optimisation et la mutualisation de certaines navettes, et puis sur notamment, ici, vous avez une problématique de travail en site fermé la nuit, donc de voir comment on peut aménager au bout de 6 mois, finalement, travailler sur ces différents points. Troisième action, analyser la faisabilité des solutions proposées et de chiffrer potentiellement les investissements nécessaires parce qu'il peut y avoir, notamment dans cette amélioration, des investissements qui pourraient rentrer en jeu. Là-dedans, on va mesurer l'impact sur l'organisation interne, analyser la rentabilité de l'investissement, valider ici avec le service courrier et le directeur général sur cette partie-là. Et puis, dernier élément, c'est valider et mettre en place une nouvelle organisation avec l'acheteur et le titulaire, en réalisant potentiellement les investissements nécessaires. Ici, on donnait l'exemple d'une installation d'une boîte extérieure pour le dépôt et la collecte nocturne du courrier, et puis de démarrer sur une nouvelle organisation. Donc, l'idée vraiment là-dessus, c'est de dire que parfois, on se focalise sur le marché en lui-même et qu'on oublie potentiellement tout ce qui peut être amélioré durant la vie du marché à travers les plans de progrès. C'était un peu pour moi les 4 grands points, les 3 grands points que je voulais repréciser. Vous l'avez vu, le process de manière beaucoup plus globale et plus complexe, mais par l'expérience qu'on a aujourd'hui dans nos accompagnements, je voulais attirer plus particulièrement vos attentions sur l'analyse, 2, effectivement, la partie politique qui me semble pour moi essentielle, d'avoir effectivement quelque chose qui soit cohérent et mis en place avec les outils, les moyens finalement de chaque collectivité. Et puis, au-delà de la passation du marché sur lesquels il y a plein d'outils intéressants à votre disposition, c'était aussi de voir toute la partie de pilotage. Et là, je me suis intéressé plus particulièrement à ce plan de progrès. Voilà, vous voyez à quel point finalement chaque élément finalement du processus achat est important pour pouvoir avoir un achat plus performant. Voilà pour ma partie, Frédéric. Je te laisse la main sur aussi ces différents éléments de l'achat. Noé, top. Merci beaucoup. Merci Benjamin pour cette présentation riche, éclairante, qui mixe avec bonheur à la fois méthodo et cas concret. Je vais tâcher d'être à la hauteur sur le petit quart d'heure qui me reste. Tu parlais d'outils qui aident les acheteurs, notamment pour la préparation et la rédaction de leurs consultations. Ça tombe bien, nous on en propose un avec Agisoft. Mais notre outil, il est là aussi pour accompagner les acheteurs dans la mise en place de cette stratégie achat, de la préparation des achats et en accompagnant ou en complément de ce que Benjamin, tu peux apporter avec le cabinet Améliore. Nous, on propose un outil qui permet notamment de recenser les besoins en amont des procédures. Ça s'appelle le module marque au achat et je vais vous présenter donc ce module rapidement jusqu'à
15h30. Je vous prie de m'excuser, je vais devoir couper ma webcam le temps de faire la présentation parce que mon ordinateur avec 3 écrans plus la webcam active, j'ai peur que les cartes graphiques se mettent à fondre, donc vous inquiétez pas, je réactiverai ça à la fin de la présentation au moment de se dire au revoir. Donc là, ça devrait aller un petit peu mieux de mon côté. Donc le module Marco Achat. À quoi ça sert exactement? C'est un module qui est assez simple d'utilisation. On n'est pas là pour faire de l'analyse du besoin, pour mettre en place complètement une politique ou une stratégie achat. Ce n'est pas le but du jeu. L'idée, c'est vraiment de vous aider dans le recensement de vos demandes d'achat pour les préparer au mieux et surtout lancer des consultations ensuite qui seront réussies et permettront d'attribuer des marchés sans infructuosité ou déclaration sans suite. Donc l'objectif dans un premier temps, il se compose en 3 parties. Ce module, c'est d'effectuer un recensement des demandes d'achat au sein de votre organisme. Tous les agents d'une administration, par exemple, peuvent faire part de leurs demandes d'achat pour l'année N+1. En général, le recensement se fait sur le dernier trimestre de l'année pour l'année suivante. Ensuite, on a une partie programmation qui est vraiment le cœur du système, puisque c'est là qu'on s'appuie sur les notions métiers, d'unités fonctionnelles, de caractéristiques propres ou d'opérations de travaux, pour consolider les demandes d'achat qui sont recensées, qui sont arbitrées et donc validées, pour ensuite construire la programmation des achats et préparer le lancement des consultations à venir. Donc ça permet d'anticiper ces consultations à venir et normalement de réaliser un achat plus efficace. C'est ça le but du jeu et l'intérêt de ce module Marco Achat qui est relié bien entendu aux autres modules de Marco et notamment au module de rédaction et de CFM pour pré-rédiger en quelque sorte vos futurs DCE. Donc voilà à quoi va servir le module achat. L'idée, c'est de répondre aussi à une obligation réglementaire, puisque du juridique, comme vous le savez, il y en a quand même pas mal dans Marco. Donc, l'obligation de déterminer la nature et l'étendue de vos besoins avant le lancement de vos consultations. Ça, c'est une obligation qui est prévue par le Code de la commande publique. Donc, programmer ces achats, j'en ai déjà parlé. Recenser ces besoins, j'en ai parlé également. On va computer ces besoins-là pour, là encore, revenir sur du juridique et respecter les seuils de procédure et les seuils de publicité et donc préparer au mieux la rédaction de vos futures consultations. Les fonctionnalités disponibles dans le module achat, donc 3 parties, comme je vous l'ai dit, la gestion des demandes d'achat avec l'identification des demandes émises au sein de votre organisme par tout type d'intervenants de votre organisme. À côté de cette fonction de recensement de demandes d'achat, on a une fonction d'arbitrage de demande d'achat, puisque vous êtes tout à fait en droit, si vous êtes administrateur, de valider ou de refuser ou de mettre en stand-by des demandes d'achat effectuées par vos différents services. À côté de ça, donc, vous allez pouvoir réaliser la programmation des achats, notamment en utilisant votre nomenclature interne. C'est quand même mieux d'en avoir une si vous voulez faire cette programmation des achats. Ça va vous permettre donc d'affecter les différentes demandes d'achat sur des familles d'achats, donner des familles d'achats qui sont prévues dans votre nomenclature. À côté de ça, on retrouve aussi les autres notions qui sont les opérations de travaux ou les unités fonctionnelles quand vous avez un besoin ponctuel, isolé et précis en fourniture et services notamment. Et donc le logiciel, enfin le module, va vous permettre de computer les demandes et de calculer les seuils des marchés à venir. Et on a une troisième notion donc, qui apparaît dans le module qu'on a appelée la pré-consultation, notion qui n'existe pas dans le code. Bon, c'est inspiré bien entendu de la notion de consultation pour définir cette notion. L'idée, c'est de préparer l'armature, le squelette de votre future consultation avec les éléments clés, le type de procédure que vous allez utiliser, le type de contrat que vous allez monter, le montant estimatif évidemment, est-ce qu'il y a des lots ou pas, quelles catégories CPV sont concernées, tout ça dès le départ. Données qu'on va ensuite transférer dans les modules rédaction en transformant votre pré-consultation en une réelle consultation et donc en commençant à rédiger véritablement en fait
votre cahier des charges, notamment les pièces administratives dans le module rédaction, dans le module CFM. Et à côté de ça, en option, si vous le souhaitez, vous pouvez en plus plugger sur ce process dans le module achat des circuits de validation, donc des workflows qui sont complètement paramétrables. On peut aller jusqu'à 5 niveaux de validation, donc ça va assez loin. On a des clients installés qui vont jusque-là, utilisent beaucoup les workflows, notamment dans le module achat, sachant qu'on a un workflow disponible pour chaque étape du recensement, donc aussi bien pour la partie demande d'achat que pour la partie programmation et pour la partie pré-consultation. À côté de ça, très rapidement, sachez qu'une prestation de formation est aussi disponible pour vous accompagner dans la mise en place et la manipulation du module, soit sur une demi-journée juste pour utiliser le module achat, soit sur une journée complète, où là on présente le contexte juridique lié à l'achat public, et ensuite on intervient sur le module directement. Alors, c'est juste une présentation du contexte, on n'est pas là pour faire de l'accompagnement, comme peut l'apporter le cabinet Améliore. On laisse ça aux spécialistes. Nous, on est là pour uniquement présenter le contexte juridique de l'achat public et l'identification des mécanismes les plus adaptés à l'acheteur. Rapidement, les écrans du module, en quoi ça consiste? Certaines d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Je vais partager mon écran. Normalement, vous devriez le voir apparaître sous vos yeux. Voilà, là, je suis rentré dans le module Marco Achat. Comme je vous le disais, on a ces trois notions qui apparaissent ici dans la liste déroulante, les demandes d'achat, les programmations, la préconsultation. Comment ça se passe au niveau de la saisie d'une demande d'achat? Très simple. On a fait un écran de saisie très léger pour saisir un code, un libellé, enfin ça c'est du classique Marco. La nature des prestations, le type, ce qu'on a appelé d'homogénéité, savoir si on est a priori sur une unité fonctionnelle ou sur des caractéristiques propres ou sur une opération de travaux, une année d'exécution envisagée, un montant estimatif, une nomenclature. Ces zones-là sont pour la majeure partie d'entre elles facultatives, puisque c'est l'administrateur ensuite qui pourra les compléter le cas échéant, et l'utilisateur lambda va émettre sa demande d'achat qui sera ensuite arbitrée. Ici, j'ai déjà une demande d'achat qui a été arbitrée, mais je peux annuler l'acceptation pour revenir en arrière, pourquoi pas. Heureusement, le système n'est pas bloquant. Et à tout moment, j'ai ici accès à ce qui se passe sur ma famille d'achat, savoir quelles sont les demandes d'achat qui sont en cours, le montant prévu en termes de programmation sur ma famille d'achat, les consultations déjà lancées et les contrats déjà conclus sur ma famille d'achat pour l'année N. Voilà, donc à ce moment-là, dans ce tableau, vous avez un état des lieux de votre famille d'achat très précis, donc transversal, sur toute la suite modulaire de Marco. On va retrouver quasiment les mêmes informations sur la partie programmation cette fois-ci. Donc là, j'étais sur l'organisation du salon du design, qui est ici. Donc c'est là qu'on va travailler vraiment sur la notion métier, la notion code de la commande publique, unité fonctionnelle ou nomenclature ou opération de travaux. Et c'est là que vont se faire les contrôles de seuil de procédure et de publicité. L'écran des caractéristiques ressemble beaucoup à celui d'une demande d'achat. On travaille sur le même type de données, le même type d'informations. Est-ce que je suis en fourniture, en service? Quel est le montant prévu pour ma programmation sur ma famille d'achat en question? Quelques éléments complémentaires, la nomenclature par exemple, et j'ai à nouveau ce tableau d'informations sur l'homogénéité, tableau qu'on va encore faire évoluer dans les prochaines versions, qu'on va encore améliorer pour le rendre encore plus lisible, avec là encore à tout moment l'état des lieux sur ma famille d'achat, où est-ce que j'en suis en termes de demande d'achat en cours, ce que j'ai prévu en termes de programmation, et ce qui est déjà parti côté consultation et contrat, avec toujours un système d'arbitrage et de workflow si nécessaire. Et enfin, j'en arrive à la notion de pré-consultation.
où là, en partant de ma programmation, je vais commencer à construire les consultations qui vont découler de cette programmation. Vous voyez que j'ai à nouveau une nomenclature CPV, la nomenclature interne, toujours mon écran de computation des seuils pour savoir toujours où j'en suis, quelle que soit la notion sur laquelle je travaille. Un écran découpage, un écran rassemblement financier. Si je décide de créer des lots, j'aurai l'écran de gestion des lots. Et ces informations-là, une fois qu'elles seront validées en interne, je vais les retrouver côté rédaction ou dans le module CFM. J'ai ici un lien avec la consultation qui est associée, qui découle en fait de cette pré-consultation. Et je clique ici et tout de suite, je bascule dans CFM où là, j'ai continué de renseigner mes écrans pour créer réellement ma consultation, la lancer et attribuer au final le contrat. Tout ça pour vous montrer qu'on est parti de la demande d'achat pour arriver jusqu'à la création, enfin l'attribution à la création du contrat, ce qui fait qu'on a toutes ces données qui sont liées les unes aux autres, avec la possibilité de basculer de la consultation vers la pré-consultation et inversement. Et ces données-là, on les retrouve également pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser dans le BI de Marco, dans le module décisionnel. On peut faire des extractions de toutes ces données, ce que font déjà un certain nombre de nos comptes qui sont équipés du module achat et du module décisionnel. Donc voilà très rapidement pour ce module achat. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées pendant ma rapide présentation. Alors ça concerne la première d'entre elles, les plans de progrès, où on nous demande si il faut systématiquement réaliser un avenant au contrat pour mettre en place un plan de progrès. Alors, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, ce qui ressort du guide de l'ADE cité par Benjamin lors de sa présentation, c'est que vous avez la possibilité de prévoir dès le départ, évidemment, la mise en place de plan de progrès dans votre contrat, c'est le mieux. Après, ce plan de progrès peut être validé de deux façons. Soit ça se fait par le biais d'un avenant, avec l'échange de consentement via l'avenant, soit vous décidez de mettre cet échange de consentement en place par un échange de courrier. Il y a ces deux possibilités qui sont prévues dans le guide de l'ADE. Aucune obligation juridique en la matière. Je vous rappelle que le plan de progrès, c'est une construction purement doctrinale de l'ADAE, mais très intéressante, très concrète. C'est vrai que ce guide de l'ADE est vraiment très bien fait. Nous, on l'a utilisé notamment pour développer l'écran permettant de rédiger la clause de progrès dans le module rédaction. On s'est fortement inspiré de ce guide, donc on vous propose dans le module rédaction la rédaction détaillée de cette clause de progrès qui va permettre de préparer la rédaction du plan de progrès qui, lui, va arriver dans le module SAM, certainement en courant d'année prochaine. Donc voilà pour la réponse à cette question concernant le plan de progrès. On nous demande également si quelqu'un l'a déjà expérimenté. Alors, j'ai cru comprendre que la région Occitanie allait expérimenter le plan de progrès dans le courant de l'année prochaine. Benjamin, tu as peut-être d'autres éléments à nous transmettre sur le sujet? Oui, tout à fait. Alors, honnêtement, ça dépend vraiment des organisations, des collectivités, mais c'est quelque chose qui n'est pas couramment utilisé, mais qui est déjà utilisé, sur lequel on a du retour, hein, à proprement parler. Oui, la région, mais d'autres typologies de collectivités qui ont travaillé sur ces plans de progrès-là, ouais, sans problème. Et nous, on commence aussi à être sollicité sur le sujet. C'est vrai qu'on fait la promotion de cet outil-là depuis le début de l'année maintenant. On l'a mis en place en fin d'année dernière dans Marco, qui est la rédaction de la clause de progrès. Et c'est vrai que c'est un outil auquel on croit pas mal, parce que, comme tu le disais, l'amélioration continue, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus d'acheteurs et tout le monde a y gagné, aussi bien les acheteurs que les fournisseurs. C'est vraiment ça l'idée. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser sur les différents sujets qu'on a évoqués ensemble. Là, j'ai une question concernant ça. On revient à Marco sur le suivi de l'extraction des montants par ligne de nomenclature. Alors oui, cette extraction est possible via le module décisionnel.
On peut faire une extraction des montants par ligne de nomenclature. On peut travailler aussi sur les lignes de nomenclature CPV, pas uniquement sur la nomenclature interne. Donc cette extraction est tout à fait envisageable. Voilà, pas d'autres questions a priori de la part des participants. Pour les personnes que ça intéresse, on pourra leur transmettre des éléments complémentaires sur le module achat, des captures d'écran notamment. Je vois qu'on a une question sur le sujet. Sinon, a priori, pas d'autres questions. Non. Bon, eh ben, je crois qu'on va pouvoir terminer cette présentation. Je vais juste revenir sur mon support. Pour conclure sur l'épisode 2 de ce triptyque qu'on vous propose pour finir l'année. Après la partie achat, on va passer à la partie consultation, que Benjamin a volontairement mis de côté pour son intervention. On y reviendra dans quelques jours, puisque c'est le cœur du logiciel Marco. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à contacter nos différents services, équipe suivante, équipe commerciale, si vous souhaitez obtenir des éléments complémentaires sur la présentation que nous avons effectuée aujourd'hui. Voilà, je suis de retour avec ma webcam. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette présentation. Je remercie chaleureusement Benjamin pour son intervention, qui je pense vous a plu. Merci encore, Benjamin. Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter. Oh, merci à tous et puis effectivement à votre disposition si certains veulent poursuivre les échanges, bien entendu, en passant par Frédéric ou récupérer mes coordonnées avec grand plaisir. Oui, surtout n'hésitez pas. Merci pour votre participation. Merci encore à Benjamin. Bon après-midi à toutes et à tous. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.